Le bruit des clés du surveillant pénitentiaire contre les barreaux métalliques résonna alors qu'il passait devant ma cellule pour la dernière fois. 23 mois, 17 jours et environ 6 heures. C'est le temps que j'avais passé à compter les minutes jusqu'à cet instant. Je m'appelle Étienne Moreau et demain matin, à 8 heures, je sortirai du centre pénitentiaire de Fresnes en homme libre. Mais ma femme, Juliette, et sa famille n'ont aucune idée que l'homme qu'ils ont détruit revient avec quelque chose qu'ils n'avaient jamais prévu, des preuves. Des montagnes de preuves. Et demain n'est pas seulement le jour de ma libération. C'est le jour où leur monde entier va s'effondrer. Il y a 2 ans, j'étais architecte logiciel senior chez Apex Systems, gagnant 165 000 € par an, vivant dans une belle maison à Saint-Cloud avec ma femme depuis 7 ans. J'avais tout. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Juliette était tout pour moi. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence technologique à Lyon où elle travaillait comme coordinatrice d'événements. Elle avait ce rire qui pouvait illuminer une pièce. Et quand elle m'a regardé ce premier soir, j'ai su que ma vie avait changé pour toujours. Sa sœur Ambre était toujours dans les parages, mais cela ne m'avait jamais dérangé. La famille était importante pour Juliette, et je respectais cela. Ambre avait 3 ans de moins, elle était impulsive là où Juliette était calculée, émotionnelle là où Juliette était posée. Mais elle était de la famille, et la famille comptait. Tout a changé. Un soir d'octobre, Juliette et moi avions organisé un dîner chez nous. Rien de sophistiqué, juste des amis proches et la famille. Ambre est arrivée en retard avec son petit ami Thomas, un courtier immobilier qu'elle fréquentait depuis 6 mois. Le type avait tout le charme d'un vendeur de voitures d'occasion et 2 fois plus de bassesse. Je ne lui ai jamais fait confiance, mais Ambre était folle amoureuse, planifiant leur avenir ensemble, bien qu'elle ne le connaisse que depuis 6 mois. Ce soir-là, Thomas buvait beaucoup. À 21 heures, il bafouillait et faisait des blagues inappropriées. J'ai pris Ambre à part dans la cuisine et j'ai suggéré qu'il était peut-être temps pour eux de rentrer. Elle s'est immédiatement mise sur la défensive, me disant que j'étais contrôlant, que je n'avais jamais aimé Thomas et que je cherchais des excuses pour le critiquer. Nous nous sommes disputés, le ton est monté, et Juliette est venue faire la médiation. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. J'ai traité Thomas de boulet. J'ai dit qu'Ambre commettait une erreur en se précipitant avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Ambre est partie en larmes, Thomas trébuchant derrière elle. 3 jours plus tard, j'ai reçu l'appel téléphonique qui a détruit ma vie. Ambre avait eu un accident de voiture. Thomas conduisait, ivre, et avait enroulé leur voiture autour d'un poteau électrique sur l'avenue Gambetta. Ambre était enceinte de 7 semaines, une chose qu'elle n'avait encore dite à personne. Elle a survécu à l'accident avec des blessures mineures, mais elle a perdu le bébé. Juliette était inconsolable lorsqu'elle a appris la nouvelle. Sa petite sœur avait perdu son premier enfant et quelqu'un devait être blâmé. Ce quelqu'un, c'est devenu moi. Parce que je m'étais disputé avec Ambre ce soir-là, parce que j'avais suggéré qu'il parte. Selon la logique tordue de Juliette, si je n'avais pas contrarié Ambre, peut-être qu'elle ne se serait pas trouvée dans cette voiture. Peut-être qu'elle serait restée chez nous plus longtemps, retardant leur départ, changeant la chronologie juste assez pour qu'ils ne se soient pas trouvés à cette intersection à ce moment précis. C'était un raisonnement insensé, mais le chagrin ne suit pas la logique. Le père de Juliette, Richard Lancelot, possédait un empire immobilier commercial valant plus de 185 millions d'euros. C'était le genre d'homme habitué à obtenir ce qu'il voulait, habitué à plier le monde pour qu'il corresponde à son récit. Et le récit qu'il a créé était que j'avais causé la fausse couche de sa plus jeune fille en déclenchant cette dispute. En 1 semaine, Juliette était retournée vivre dans le domaine de ses parents. En 2 semaines, elle avait demandé une ordonnance de protection, prétendant que j'avais été émotionnellement violent tout au long de notre mariage. En 1 mois, j'ai été arrêté sur la base d'accusations de violence domestique fabriquées de toutes pièces, que les avocats de Richard avaient réussi à monter en utilisant des enregistrements soigneusement édités et des témoignages de personnes payées pour mentir. Le procureur était un ami de la famille Lancelot. Le juge jouait au golf avec Richard tous les jeudis. Je n'avais aucune chance. Mon avocat commis d'office était surchargé et mal préparé. Quand j'ai essayé d'expliquer que les accusations étaient fausses, que je n'avais jamais levé la main sur Juliette par colère, il m'a simplement dit d'accepter la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC. 2 ans en régime semi-ouvert en échange d'un plaidoyer de culpabilité pour harcèlement aggravé et mise en danger d'autrui. Si je me battais et que je perdais aux assises, je risquais 5 à 7 ans. Alors,
j'ai accepté l'accord parce que j'étais terrifié, seul, et que je ne pouvais pas me payer le genre d'avocat capable de combattre la machine familiale des Lancelot. C'était ma première erreur. La seconde fut de penser que Juliette finirait par retrouver la raison et réaliser ce qu'elle avait fait. Chaque mois, comme une horloge, il venait me rendre visite. Juliette, Ambre, parfois Richard lui-même. Il s'asseyait en face de moi au parloir avec ses expressions de fausse inquiétude, parlant de pardon et de guérison, et de la façon dont je devais assumer la responsabilité de ce que j'avais fait. À chaque fois, je refusais de les voir. Les surveillants venaient à ma cellule et me disaient que j'avais des visiteurs. Et à chaque fois, je disais la même chose, non, je ne veux pas les voir. Parce que je savais ce qu'ils faisaient. Ils construisaient leur récit, créant un dossier montrant la famille dévouée essayant de tendre la main à l'homme qui les avait blessés. Chaque visite refusée devenait une autre pièce à conviction dans leur histoire, regardez comme il est froid, comme il est impénitent. Nous avons essayé de l'aider, mais il a refusé. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais été occupé, moi aussi. La prison vous donne beaucoup de temps pour réfléchir, pour planifier, pour vous préparer. Et quand vous avez une formation en architecture logicielle et en système de données, vous apprenez à voir des modèles, à trouver des connexions que les autres manquent. Mon compagnon de cellule pendant les 8 premiers mois était un gars nommé Marc Rodriguez, un ancien comptable forensique qui avait commis l'erreur d'exposer le système de détournement de fonds de son patron. Nous sommes devenus amis, et Marc m'a appris des choses sur les enquêtes financières que mon diplôme en informatique n'avait jamais couvertes. Comment tracer l'argent à travers des sociétés écrans? Comment identifier les modèles dans les registres comptables? Comment trouver les lacunes où l'argent disparaît et où les ressources ne peuvent être redirigées? Pendant mon accès limité aux ordinateurs de la bibliothèque de la prison, j'ai commencé à creuser dans les finances de la famille Lancelot. Pas directement. Je n'étais pas assez stupide pour pirater quoi que ce soit depuis un ordinateur de prison. Mais les registres publics sont publics, et si vous savez où chercher et quelles questions poser, vous pouvez en apprendre énormément. L'empire immobilier de Richard Lancelot semblait impressionnant sur le papier, mais il y avait des fissures dans les fondations. Des propriétés achetées à des prix gonflés auprès de sociétés écrans qui remontaient à d'autres propriétés qu'il possédait. Des réclamations d'assurance sur des bâtiments ayant subi des incendies mystérieux quelques semaines seulement après l'augmentation des polices d'assurance. Des dérogations au plan local d'urbanisme approuvées incroyablement vite pour un homme qui se trouvait employer les enfants de 3 membres du conseil municipal. J'ai commencé à prendre des notes détaillées, croisant les registres publics avec des articles de presse, construisant une chronologie de transactions douteuses remontant à 15 ans. Ensuite, il y avait l'enquête sur l'accident d'Ambre. Le rapport de police était public, et quelque chose me dérangeait. Thomas conduisait ivre. C'était clair. Un taux d'alcoolémie de 0,85 mg par litre d'air expiré, soit bien au-delà de la limite légale. Mais l'accident s'était produit à 23h47, plus de 2 heures après leur départ de chez nous. Où était-il allé pendant ces heures manquantes? Le lieu de l'accident était sur l'avenue Gambetta, qui n'était nulle part près de la route entre notre maison et l'appartement d'Ambre. J'ai déposé des demandes d'accès aux documents administratifs pour obtenir les images des caméras de vidéosurveillance de cette nuit-là. Cela a pris 6 mois et 3 appels, mais j'ai fini par obtenir l'accès à des fichiers numériques montrant que la voiture de Thomas s'était arrêtée à un bar appelé « Le Caveau », sur le boulevard Haussmann à 22h23. Ils étaient restés à l'intérieur pendant 47 minutes. Je pouvais les voir entrer sur les images de la caméra extérieure. Thomas trébuchait déjà, et Ambre riait, accrochée à son bras. Quand ils sont partis, Thomas avait un nouveau verre à la main qu'il sirotait en s'installant au volant. Voilà pour mon argument les envoyant à leur perte. Ils étaient allés boire après avoir quitté notre maison, s'étaient enivrés encore plus, et ensuite Ambre avait laissé son petit ami ivre la ramener chez elle. Mais la famille de Juliette s'était convaincue, ainsi que tout le monde, que j'étais responsable, que mes mots durs avaient déclenché une chaîne d'événements qui s'était terminée en tragédie. Mon ancien collègue d'Apex System, un gars nommé Damien Chen, m'a rendu visite au cours du 14e mois. Il était l'une des rares personnes de mon ancienne vie à croire en mon innocence. Damien m'a dit que Juliette avait liquidé tous nos biens communs dans les 3 mois suivant mon emprisonnement sous le régime de la communauté. Notre maison avait été vendue. L'argent avait disparu dans des comptes que je ne pouvais pas tracer de l'intérieur. Notre portefeuille d'investissement, disparu. Même la voiture que j'avais achetée avant notre mariage avait été vendue.
Tout ce que nous avions construit ensemble avait été éliminé. Et Juliette vivait confortablement dans le domaine de ses parents, travaillant comme directrice des dons caritatifs pour l'entreprise de son père, un poste fictif qui lui rapportait 135 000 € par an pour assister à des galas et se faire prendre en photo avec des élus locaux. Mais Damien m'a apporté quelque chose de plus précieux que des informations sur mes biens volés. Il m'a apporté un accès. Damien travaillait toujours chez Apex Systems, et il avait remarqué quelque chose d'intéressant. L'entreprise avait passé un contrat avec Lancelot Immobilier pour l'expansion de leur nouveau bureau. Une partie de ce contrat impliquait l'intégration du logiciel de gestion de projet d'Apex avec les systèmes internes de Lancelot pour coordonner le calendrier de construction. Et Damien, en tant que spécialiste senior de l'intégration des systèmes, avait un accès administrateur aux deux réseaux. J'ai passé les 6 mois suivants à guider Damien sur ce qu'il fallait chercher exactement et où le trouver. Pas de piratage. J'étais très prudent à ce sujet. Juste un accès légitime au système qu'il était déjà autorisé à utiliser, extrayant des rapports et des données qui relevaient techniquement de sa compétence dans le cadre du projet d'intégration. Ce qu'il a trouvé était incroyable. Richard Lancelot dirigeait un système sophistiqué de fraude immobilière depuis plus d'une décennie. Il achetait des propriétés par le biais d'une société auto du marché, puis les vendait immédiatement à une autre société qu'il contrôlait secrètement au double du prix. La deuxième société contractait des prêts massifs en utilisant les valeurs immobilières gonflées comme garantie, de l'argent qui était ensuite reversé à Richard via des frais de consultation et des contrats de gestion. Lorsque la deuxième société faisait inévitablement défaut sur les prêts, la société principale de Richard intervenait et rachetait les propriétés à des prix de saisie, ayant essentiellement utilisé l'argent de la banque pour acquérir des biens immobiliers à une fraction de leur valeur réelle. C'était brillant et complètement illégal. Et Damien avait trouvé la documentation de 47 propriétés qui avaient suivi ce cycle. Nous parlons de 82 millions d'euros de transactions frauduleuses. Mais la véritable bombe était ce que Damien a trouvé dans le compte email de Juliette. En tant que directrice des dons caritatifs, elle avait accès au système financier de la Fondation Lancelot. La fondation était censée donner des millions à des œuvres caritatives locales, construisant la réputation de Richard en tant que philanthrope tout en offrant de lourdes déductions fiscales. Sauf que la plupart des œuvres caritatives étaient de fausses organisations écrans sans aucune activité réelle. L'argent était reversé directement dans le réseau de sociétés de Richard ou utilisé pour payer les personnes qui aidaient à maintenir ses combines. Juliette n'était pas seulement complice. Elle gérait activement la fraude. Ses emails montraient qu'elle avait personnellement approuvé des paiements à des œuvres caritatives fictives, eu des réunions avec des avocats pour maintenir la trace écrite, et avait même discuté de ses inquiétudes concernant des commissaires aux comptes s'approchant trop près de la vérité. Et puis il y avait Ambre. La douce et tragique Ambre, qui avait perdu son bébé et aidé à m'envoyer en prison pour l'avoir soi-disant causé. Damien a trouvé des SMS entre Ambre et Thomas datant de la nuit de l'accident. Des messages envoyés après qu'ils ont quitté notre maison. Thomas écrivait combien il voulait se bourrer la gueule et oublier ce beau-frère coincé qui ne pouvait pas se mêler de ses affaires. Ambre répondait qu'elle avait aussi besoin de boire, qu'elle en avait assez que je juge ses choix, que Thomas était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Des messages horodatés à 22h31 depuis l'intérieur du « caveau ». Ambre disant à Thomas qu'elle l'aimait et qu'elle se fichait de ce que les autres pensaient. Des messages qui prouvaient au-delà de tout doute qu'ils avaient fait leur propre choix ce soir-là, que ma dispute n'avait rien à voir avec l'accident qui s'est produit plus d'1 heure plus tard. J'ai demandé à Damien de tout organiser dans des fichiers cryptés sauvegardés dans 3 emplacements de stockage cloud distincts que personne ne connaissait. Dossiers financiers, chaînes de mails, journaux de SMS, images de caméras de vidéoprotection, rapports de police, tout croisé, horodaté et organisé comme la documentation d'architecture logicielle que je créais chez Apex. Une carte complète des crimes de la famille Lancelot, y compris la conspiration pour m'emprisonner faussement. Mais je ne suis pas allé voir la police. Pas encore. Parce que la police pouvait être achetée, surtout par des hommes comme Richard Lancelot. Les procureurs pouvaient être influencés. Les preuves pouvaient mystérieusement disparaître. Non, j'avais besoin de quelque chose de plus fiable, de plus permanent, de plus public. Damien m'a mis en contact avec une journaliste d'investigation nommée Sarah Michel, qui essayait d'exposer Richard Lancelot depuis des années. Elle travaillait pour Le Monde et avait la réputation de faire tomber les hommes d'affaires corrompus, mais elle n'avait jamais pu obtenir assez de preuves pour publier parce que les avocats de Richard menaçaient de poursuites avant même que l'encre ne soit sèche. Quand Damien lui a montré ce que nous avions, elle a pratiquement pleuré de joie.
Ce n'était pas juste assez de preuves. C'était une avalanche écrasante de documents qui allait enterrer l'empire de Richard Lancelot et tous ceux qui y étaient liés. Nous avons planifié le timing avec soin. Sarah retiendrait l'histoire jusqu'au jour de ma libération, puis publierait tout simultanément. Le Monde publierait l'article d'investigation principal. La documentation serait envoyée au Parquet national financier, PNF, à l'Autorité des marchés financiers, AMF, au procureur de la République et à tous les principaux organes de presse de la région, tout cela en même temps, tout coordonné. Ne laissant à Richard aucun temps pour déformer l'histoire ou intimider qui que ce soit pour le faire taire. Ma date de libération était fixée au 15 novembre. L'histoire de Sarah devait être publiée en ligne à 8 h ce matin-là, et apparaître dans les éditions imprimées le lendemain. Au moment où je sortirais du centre pénitentiaire de Fresnes, le monde de la famille Lancelot serait déjà en feu. Les surveillants ont commencé à me traiter différemment au cours de ma dernière semaine. Pas mieux, exactement, mais différemment. Comme s'ils savaient que quelque chose se préparait, mais n'arrivaient pas tout à fait à comprendre quoi. J'avais gardé la tête basse pendant 23 mois. Je n'avais jamais causé de problème. J'avais juste purgé ma peine tranquillement tout en construisant mon dossier. Aucun d'eux n'aurait pu deviner ce qui allait se passer. Le 14 novembre, ma dernière nuit en prison, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé sur ma couchette à penser à tout ce qui m'avait été pris. Ma liberté, ma carrière, ma réputation, mon mariage, 2 ans de ma vie. Demain, je sortirai avec rien d'autre que les vêtements que je portais lors de mon arrestation et 40 € de pécule de libération. Pas de travail, pas de maison, pas de femme, pas d'avenir. Sauf que ce n'était pas tout à fait vrai. Damien m'avait arrangé un appartement, payé d'avance pour 6 mois. Il m'avait aussi mis en contact avec 3 entreprises technologiques différentes qui étaient intéressées pour m'embaucher une fois ma situation juridique résolue. La veille de ma libération, une chose intéressante s'est produite. L'un des gardiens, le surveillant Petit, est passé devant ma cellule vers 22 h. Il avait la cinquantaine, proche de la retraite. Il avait toujours été correct avec moi pendant mon séjour à l'intérieur. « Moreau », a-t-il dit doucement. « Je ne sais pas ce que vous avez fait ou pas fait pour finir ici, mais je fais ce travail depuis 27 ans, et je sais faire la différence entre les hommes dangereux et les hommes honnêtes qui se sont fait avoir. Quoi qu'il arrive après votre départ d'ici, assurez-vous de le faire de la bonne manière. Restez clean. Restez dans la légalité. Ne leur donnez aucune raison de vous renvoyer ici. Je lui ai promis que je le ferais, et je le pensais. Tout ce que j'avais prévu était tout à fait légal. Exposer des crimes n'est pas un crime, et la vérité est une défense absolue contre la diffamation. Richard Lancelot avait envoyé un innocent en prison pour protéger les sentiments de sa fille et maintenir le récit de sa famille. Demain, il apprendrait que certains prix sont trop élevés, même pour des hommes avec des empires de 185 millions d'euros. Le matin est arrivé avec les bruits habituels de la prison, les portes métalliques qui claquent, les gardiens criant des ordres, des centaines d'hommes commençant une autre journée derrière les barreaux. Sauf pour moi, c'était mon dernier matin. Je suis passé par les formalités, signant des formulaires au greffe, récupérant mes effets personnels qui avaient été stockés pendant 23 mois. Mon portefeuille était la main vide. Toutes mes cartes de crédit annulées. Mon téléphone était si démodé qu'il était pratiquement inutile. Mon alliance, que je n'avais pas portée depuis le jour de mon arrestation, semblait peser 500 kilos quand ils me l'ont tendue. Je l'ai laissée sur le bureau des formalités. À 8 h pile, la porte principale de la prison s'est ouverte et je suis sorti sous un soleil de novembre qui semblait plus brillant que dans mes souvenirs. Damien m'attendait sur le parking, debout à côté de sa voiture avec un immense sourire sur le visage. « Frangin », a-t-il dit en m'embrassant. « Bienvenue de retour dans le monde. Tu l'as fait. Nous l'avons fait. Est-ce que c'est en ligne, ai-je demandé. Il a sorti son téléphone et m'a montré le site web du Monde. Le titre disait « Le magnate de l'immobilier Richard Lancelot visé par une enquête du PNF pour un système de fraude massive ». Le sous-titre était encore meilleur, une enquête révèle une décennie de fausses œuvres caritatives, de sociétés écrans et de valeurs immobilières fabriquées. La fille d'un homme d'affaires local impliqué dans la conspiration. Mes mains tremblaient alors que je faisais défiler l'article. Sarah Michel avait fait un travail incroyable en exposant tout le système avec des détails clairs et dévastateurs. Photos de documents, captures d'écran de mai, graphiques financiers montrant l'argent circulant à travers le réseau de sociétés écrans.
Tout ce que nous avions rassemblé au cours de 18 mois d'enquête minutieuse, maintenant public, maintenant des preuves indéniables. Le téléphone de Damien a commencé à vibrer avec des alertes d'actualité. La police judiciaire avait annoncé qu'elle ouvrait une enquête officielle. L'AMF examinait les registres de transactions. Le procureur de la République demandait la saisie d'un juge d'instruction. Cela se passait exactement comme nous l'avions prévu, sauf que c'était plus rapide et plus grand que je n'avais osé l'espérer. Nous avons conduit jusqu'à mon nouvel appartement, un modeste 2 pièces à la résidence des Quais, loin de mon ancien quartier, mais propre et abordable. Damien l'avait meublé avec l'essentiel, et il y avait un nouvel ordinateur portable qui m'attendait sur le bureau. Plus important encore, il y avait un téléphone prépayé avec un seul numéro programmé, la ligne directe de Sarah Michel. Je l'ai appelé immédiatement. « Étienne » a-t-elle dit, décrochant à la première sonnerie. « Bienvenue dans la liberté. » Qu'est-ce que ça fait? J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer. Merci, Sarah. Tu as fait tout ça. Non, c'est toi qui as fait ça. J'ai juste aidé à le mettre sous presse. Mes rédacteurs reçoivent déjà des appels des avocats de Richard Lancelot menaçant de poursuites pour diffamation. Je leur ai dit, bonne chance avec ça, puisque tout ce qui est dans l'article est un fait documenté. Que se passe-t-il ensuite? Ai-je demandé. Maintenant, on attend. Le PNF mettra des semaines à monter son dossier, mais avec les preuves que tu as fournies, ils ont assez pour commencer à saisir des dossiers et geler des avoirs. Richard ne peut pas se cacher de ça, Étienne. Ce n'est pas un scandale local qu'on balaie sous le tapis. C'est de la fraude en bande organisée, de l'abus de biens sociaux, du blanchiment, de la fraude fiscale, de l'association de malfaiteurs. On parle de décennies en prison s'ils sont condamnés. Mon vieux téléphone, que Damien avait fait réactiver avec un nouveau numéro, a commencé à sonner constamment. Des appels de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des journalistes essayant d'obtenir ma version de l'histoire. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Puis un appel est arrivé que j'ai reconnu, le numéro de Juliette. J'ai regardé l'écran pendant un long moment avant de répondre. « Étienne » a-t-elle dit, la voix tremblante. Je ne sais pas ce que tu penses accomplir avec ça, mais tu dois arrêter. Arrêter quoi? Dire la vérité? Tu es en train de détruire notre famille. Tu as envoyé des preuves fabriquées à la police. Les avocats de mon père vont prouver que tout ce qui est dans cet article est un mensonge. C'est ce qu'il t'a dit? Ai-je demandé calmement. Que tout est fabriqué? Parce que ce n'est pas le cas, Juliette. Chaque document, chaque email, chaque relevé bancaire est réel. Et tu sais qu'ils sont réels parce que tu as personnellement approuvé la moitié de ces paiements caritatifs fictifs. Je n'ai jamais. A-t-elle commencé, mais je l'ai coupé. Si, tu l'as fait. J'ai des emails avec ta signature autorisant des paiements à la Children's Future Foundation, qui n'existe pas LD Care Alliance, qui est juste une boîte postale. Community Health Initiative, qui est le cousin du comptable de ton père prétendant diriger une association. Tu n'étais pas seulement au courant de la fraude. Juliette, tu as aidé à la gérer. Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. Comment, a-t-elle finalement chuchoté? Comment as-tu eu ces emails? Ils étaient sur des serveurs sécurisés. Damien Chen te passe le bonjour. Il a passé 14 mois à extraire des données de systèmes auxquels il avait un accès légitime dans le cadre du projet d'intégration Apex. Tout a été obtenu légalement, correctement documenté et minutieusement vérifié. Les avocats de ton père ne peuvent pas faire disparaître ça. Tu m'as menti, a-t-elle dit, la colère s'insinuant dans sa voix. Tu m'as fait croire que tu acceptais juste ta punition, que tu prenais tes responsabilités. Je ne t'ai jamais menti. J'ai juste arrêté d'essayer de te convaincre de la vérité. Tu as choisi de croire que j'avais blessé Ambre parce que ce récit était plus facile que d'accepter qu'elle avait fait ses propres choix cette nuit-là. Tu as choisi de soutenir la vendetta de ton père parce que la loyauté familiale comptait plus que la justice. C'était tes choix, Juliette. Maintenant, tu dois vivre avec. Elle a raccroché sans un autre mot. Je me suis assis sur le canapé de mon nouvel appartement, tenant un téléphone qui représentait autrefois mon lien avec la femme que j'aimais, et je n'ai absolument rien ressenti. Damien est resté avec moi ce premier jour, m'aidant à installer l'appartement et à rattraper 2 ans d'événements mondiaux que j'avais manqués. Nous avons commandé une pizza et j'ai mangé de la vraie nourriture,
qui n'était pas l'infâme tambouille de la prison, pour la première fois en 23 mois. Ce soir-là, il a apporté son ordinateur portable et nous avons regardé les nouvelles ensemble. Toutes les chaînes d'infos en continu diffusaient l'histoire. Le visage de Richard Lancelot apparaissait sur écran après écran, paraissant plus vieux et plus dur que dans mes souvenirs. Il se tenait devant son immeuble de bureau, entouré d'avocats, lisant une déclaration préparée, niant toutes les allégations et promettant de défendre vigoureusement sa réputation. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Il savait que c'était grave. Il savait que son empire soigneusement construit était en train de s'effondrer. Au matin, 3 autres développements s'étaient produits. La police judiciaire avait perquisitionné le siège de Lancelot Immobilier, repartant avec des douzaines de cartons de documents. Le procureur de la République avait gelé les avoirs de la Fondation Lancelot en attendant l'enquête. Et le plus satisfaisant de tout, Juliette avait été mise à pied de son poste de directrice des dons caritatifs pendant que l'entreprise menait un audit interne. J'ai passé ma 2e journée de liberté à faire quelque chose dont j'avais rêvé pendant 2 ans. J'ai intenté un procès civil contre Juliette, Richard, Ambre et le procureur qui avait aidé à fabriquer les accusations contre moi. Dénonciation calomnieuse, procédure abusive, diffamation, préjudice moral, tous les motifs d'action auxquels mon nouvel avocat pouvait penser. Mon avocat, Michel Bertrand, était lui-même un ancien magistrat qui avait quitté le parquet après avoir vu trop d'innocents broyés par le système. Quand Damien lui avait montré mon dossier, il avait accepté de le prendre au résultat. Avec tout ce qui est sorti, a dit Michel lors de notre première réunion, vous avez un dossier incroyablement solide. Le procureur qui a traité votre affaire, David Campana, fait déjà l'objet d'une enquête pour manquement déontologique dans 6 autres affaires. Le fait qu'il jouait au golf avec Richard Lancelot et qu'il a ensuite poursuivi des accusations contre vous qui se sont effondrées sous le moindre examen sérieux, c'est un cas d'école de trafic d'influence. Quelles sont nos chances, ai-je demandé. Le 3e jour a apporté une autre surprise. Thomas, le petit ami d'Ambre qui conduisait ivre le soir de l'accident, a pris contact par l'intermédiaire de son avocat. Il voulait me rencontrer. Pourquoi je le rencontrerais, ai-je demandé à Michel. Parce que son avocat dit qu'il est prêt à témoigner de la pression qu'il a reçue de la famille Lancelot pour soutenir leur récit sur le fait que vous aviez causé l'accident. Apparemment, Richard Lancelot a payé les frais juridiques de Thomas pour l'accusation de conduite en état d'ivresse en échange de l'accord de Thomas de ne pas mentionner qu'Ambre et lui était allé boire après avoir quitté votre maison. Nous nous sommes rencontrés au cabinet de Michel. Thomas avait l'air terrible, comme si la culpabilité l'avait rongé vivant pendant 2 ans. Il était sobre maintenant, l'était depuis 18 mois, et travaillait comme chef d'équipe dans un entrepôt pour essayer de reconstruire sa vie. Je suis désolé, a-t-il dit avant même que je ne sois assis. Je suis tellement désolé pour ce que je les ai laissés te faire. J'avais peur et j'étais fauché, et Richard Lancelot a proposé de faire disparaître tous mes problèmes si je gardais juste ma bouche fermée sur cette nuit-là. Tu sais ce qui s'est vraiment passé, dis-je. Ce n'était pas une question. Nous sommes allés au caveau après avoir quitté ta maison. Ambre voulait continuer à faire la fête. Elle a dit qu'elle avait besoin de décompresser après votre dispute. J'étais déjà ivre de ton dîner, mais elle a insisté. Nous avons fait 3 tournées de shots supplémentaires, et quand nous sommes partis, j'étais complètement déchiré. Elle savait que j'étais trop ivre pour conduire, mais elle est montée dans la voiture quand même. Elle n'a même pas essayé de m'arrêter. L'accident était entièrement notre faute, pas la tienne. Richard Lancelot le savait, a-t-il continué. Il a vu le rapport de police, vu les reçus du bar, savait que la chronologie ne soutenait pas leur histoire selon laquelle tu l'avais causé. Mais Ambre était dévastée d'avoir perdu le bébé, et Juliette était furieuse, et ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer. Richard a décidé que ce quelqu'un serait toi. Il m'a offert 70 000 € pour rester silencieux sur le bar et les laisser construire leur récit. J'ai pris l'argent parce que je risquais la prison pour les accusations de conduite en état d'ivresse et de blessures involontaires. Je n'en suis pas fier. Le témoignage de Thomas allait détruire ce qui restait de la crédibilité de la famille Lancelot. Michel a tout enregistré, a fait signer une attestation sur l'honneur à Thomas et l'a ajouté à notre montagne grandissante de preuves. À la fin de la première semaine, les dominos tombaient plus vite que je ne pouvais les suivre. L'AMF avait accusé Richard Lancelot de délit d'initié et de fraude financière. La police judiciaire avait étendu son enquête pour inclure 12 autres hommes d'affaires qui avaient participé à ces projets immobiliers.
Juliette avait été officiellement licenciée de Lancelot Immobilier et faisait face à des poursuites pénales potentielles pour son rôle dans la fraude caritative. Ambre était entrée dans la clandestinité, séjournant apparemment chez des parents en Bretagne. Le procureur, David Campana, avait été suspendu en attendant une enquête du Conseil supérieur de la magistrature, et mon procès avançait selon un calendrier accéléré car le juge, qui n'avait aucun lien avec la famille Lancelot, était consterné par ce qu'il avait lu dans le dossier. Je travaillais à nouveau. Damien m'avait obtenu un poste de prestataire chez Apex Systems faisant le même travail d'architecture logicielle que je faisais avant que ma vie ne s'effondre. Ma patronne, Linda Ramirez, avait suivi mon affaire et cru en mon innocence dès le premier jour. Bon retour, a-t-elle dit quand je suis entré dans le bureau pour la première fois. Nous n'aurions jamais dû te laisser partir. Je suis juste content de travailler à nouveau. Linda a souri. Tu ne fais pas que travailler, Étienne. Nous t'offrons un CDI en tant qu'architecte senior, salaire de 195 000 € plus des actions. Tu dirigeras le projet de refonte de la plateforme que je gardais pour quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. 3 mois après ma libération, les mises en examen sont tombées. Richard Lancelot a été mis en examen pour 47 chefs d'accusation de fraude, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Juliette a été mise en examen pour 12 chefs d'accusation de complicité de fraude et abus de confiance. David Campana a été accusé d'entrave à la justice et de corruption passive. Ambre n'a pas été inculpée, mais a été placée sous le statut de témoin assisté. Le procès était prévu pour le printemps suivant, et Michel m'a assuré que notre affaire civile se poursuivrait juste après la conclusion du procès pénal. Les preuves étaient tout simplement accablantes. 6 mois après ma libération, je me tenais dans le palais de justice où Richard Lancelot comparaissait. Il paraissait avoir pris 20 ans, brisé d'une manière que l'argent ne pouvait pas réparer. Quand ses yeux ont rencontré les miens à travers la salle d'audience, j'ai vu de la reconnaissance et autre chose. De la peur. Pas la peur de la prison, mais la peur d'un homme qu'il avait sous-estimé. Un homme qu'il avait essayé de détruire et qui avait passé 2 ans à planifier la vengeance parfaite. Pas avec la violence, pas avec des complots illégaux, mais avec la seule chose dont Richard Lancelot ne pouvait pas s'acheter la sortie, la vérité. Après l'audience, Sarah Michel m'a trouvé dans la salle des pas perdus. « Qu'est-ce que ça fait ?» a-t-elle demandé. De le voir faire face à la justice. J'ai réfléchi à cette question. Ça ne ressemble pas à une victoire. Ça ressemble à des comptes qui s'équilibrent. Je ne voulais pas de vengeance, Sarah. Je voulais juste que la vérité compte. La vérité compte. Ton cas a déjà mené à des réformes au parquet. 3 autres personnes dont les affaires ont été traitées par David Campana sont en train d'être réexaminées. Tu as fait plus que te sauver toi-même, Étienne. Tu as exposé un système qui était cassé. Ce soir-là, je me suis assis dans mon appartement et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 2 ans. J'ai dormi paisiblement sans le poids de l'injustice pressant sur ma poitrine, sans la colère qui m'avait soutenu pendant 23 mois d'emprisonnement. L'appel final de Juliette est arrivé 8 mois après ma libération. Elle pleurait, chose que je ne l'avais jamais entendue faire, même pendant nos pires disputes. Je vais en prison, a-t-elle dit simplement. Mon avocat dit que je prendrai probablement 18 mois ferme. Papa risque 15 à 20 ans. Toute notre famille est détruite. Tu te sens mieux maintenant? Est-ce que c'est ce que tu voulais? Je ne voulais rien de tout ça. Je voulais que la vérité éclate. Je voulais que les gens sachent que je n'avais pas blessé Ambre. Je voulais que les personnes qui ont sciemment envoyé un innocent en prison fassent face aux conséquences. Si cela a détruit ta famille, Juliette, c'est parce que ta famille a choisi de se construire sur des mensonges. Il y eut un long silence. Je t'aimais, a-t-elle finalement dit. Je t'aimais vraiment. Je t'aimais aussi. Mais l'amour ne suffit pas quand il est construit sur une fondation de mensonges et d'injustice. Tu as choisi la version des faits de ta famille plutôt que la vérité. Tu as choisi de croire que j'étais capable des choses dont il m'accusait. Ces choix ont des conséquences. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Certains ponts ne valent pas la peine d'être reconstruits. 1 an après ma libération, le procès civil s'est conclu. Le tribunal m'a accordé 8 millions d'euros de dommages et intérêts. L'empire immobilier de Richard Lancelot avait été démantelé. Ses actifs saisis ou vendus pour payer la restitution aux banques qu'il avait fraudées. Il n'y aurait pas assez pour payer mon jugement complet.
Mais Michel était confiant que nous récupérerions au moins 3,7 millions d'euros, plus qu'assez pour reconstruire ma vie. 2 ans après ma libération, je me tenais devant une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale pour témoigner sur les dysfonctionnements de la justice et la nécessité d'une réforme dans la façon dont les cas de violence conjugale sont instruits. Mon histoire était devenue un conte d'avertissement sur ce qui se passe lorsque des familles riches et puissantes sont autorisées à manipuler le système judiciaire. 3 ans après ma libération, j'ai publié un livre sur mon expérience. Damien m'a aidé à l'écrire, organisant 3 ans de documentation en un récit qui se lisait comme un thriller juridique, sauf que tout était vrai. Le livre est devenu un best-seller, donnant naissance à un documentaire et finalement à une mini-série sur Netflix. J'ai fait don de la plupart des recettes à des associations qui aident les victimes d'erreurs judiciaires. 4 ans après ma libération, j'ai épousé Rebecca, une avocate que j'avais rencontrée par le cabinet de Michel. Elle comprenait ce que j'avais traversé. Elle avait passé sa carrière à défendre des gens que le système avait laissé tomber. Nous avons acheté une maison ensemble. Rien de sophistiqué, mais honnête et vrai, construit sur la vérité au lieu de mensonges. 5 ans après ma libération, j'ai reçu une lettre de Juliette. Elle avait purgé sa peine et essayait de reconstruire sa vie, travaillant comme assistante administrative dans une petite association qui faisait réellement du travail caritatif. La lettre était une excuse, pas le genre performatif qu'elle avait offert lors de ses visites en prison, mais un remords sincère pour le rôle qu'elle avait joué dans la destruction de ma vie. Elle ne demandait pas le pardon, n'attendait pas de réponse. Elle voulait juste que je sache qu'elle comprenait maintenant ce qu'elle avait fait, qu'elle avait passé chaque jour de sa peine de prison à penser à l'homme innocent qu'elle avait aidé à emprisonner. Je n'ai jamais répondu à la lettre. Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées, elles peuvent seulement être reconnues et dépassées. Richard Lancelot est mort en prison au cours de sa 10e année d'incarcération. Crise cardiaque, probablement provoquée par le stress d'avoir perdu tout ce qu'il avait construit. Je n'ai rien ressenti en apprenant la nouvelle. Pas de satisfaction, pas de chagrin, juste la reconnaissance neutre qu'un chapitre était enfin clos. Ambre a fini par me contacter par l'intermédiaire d'un ami commun, voulant s'excuser et s'expliquer. J'ai refusé de la rencontrer. Quelles que soient les explications qu'elle avait pour son rôle dans ce qui s'est passé, cela n'importait plus. Le passé était le passé et j'avais construit un avenir qui n'incluait pas les gens qui avaient essayé de me détruire. En regardant en arrière maintenant, 6 ans après être sorti du centre pénitentiaire de Fresnes, j'ai réalisé quelque chose d'important. La famille Lancelot pensait qu'il me punissait pour quelque chose que je n'avais pas fait. Ils pensaient protéger Ambre du blâme, maintenir la réputation de leur famille, résoudre leurs problèmes avec de l'argent et de l'influence. Mais ce qu'ils ont réellement fait, c'est me donner quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, une clarté absolue sur ce qui comptait. Mes 2 années en prison m'ont appris que la vérité est la seule monnaie qui compte. Que la justice retardée n'est pas un déni de justice si vous êtes patient et méthodique. Que certaines batailles ne se gagnent pas avec des points ou des avocats, mais avec de la documentation et de la détermination. J'ai perdu 2 ans de ma vie, mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux, la connaissance que je pouvais survivre au pire et en sortir plus fort, que je pouvais faire face à l'injustice et riposter sans devenir le monstre qu'il m'accusait d'être. Que la vengeance n'a pas besoin d'être violente ou illégale. Parfois, la vengeance la plus dévastatrice consiste simplement à exposer la vérité et à la laisser faire ce que la vérité fait de mieux, détruire les mensonges sur lesquels les gens ont bâti leur vie. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, si elle vous a fait réfléchir à la justice, à la famille ou au prix de la vérité, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de la résistance contre l'injustice même lorsque les chances sont impossibles. Laissez un commentaire ci-dessous à propos d'un moment où la vérité a compté plus que la commodité, ou faire ce qui était juste vous a coûté quelque chose, mais que vous l'avez fait quand même. Et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires sur des gens ordinaires confrontés à des circonstances extraordinaires, sur les batailles que nous menons non pas avec des armes, mais avec intégrité, des preuves et le refus obstiné de laisser les mensonges gagner. Parce que tout le monde a la capacité d'être détruit par l'injustice. Mais tout le monde a aussi la capacité de riposter, de refuser de rester à terre, de transformer sa cellule de prison en salle de guerre et sa date de libération en jour du jugement dernier. Je m'appelle Étienne Moreau et j'ai passé 2 ans en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Le jour où j'ai été libéré a été le jour où ma femme et sa famille ont tout perdu. Pas parce que je voulais me venger, mais parce que la vérité gagne toujours à la fin. Il faut juste être assez patient pour la laisser agir.